Alors, mon nom, Karouri Khaled. Ce qui me passionne, le football, hein, je suis là pour ça. Et puis, ce que je fais dans la vie, c'est agent d'image pour footballeur professionnel. Alors, du lycée, donc après ma terminale, je suis allé à la fac. Tout d'abord à Lyon 2 pendant 3 ans, où j'ai fait ma licence information, communication et anglais. Et après ça, j'ai fait 2 ans à Lyon 3, master profession des médias. Entre-temps, j'ai fait des stages, du coup. Un premier à l'époque, ça s'appelait Eton Sport, Tony Gradio aujourd'hui, je crois. J'ai fait un deuxième stage à l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, où j'ai côtoyé les joueurs au quotidien, tout ça, c'était bien sympa. Et puis un dernier stage à Foot Mercato. De là, le stage s'est très bien passé. Ils m'ont proposé derrière un CDD, puis un CDI. C'est comme ça que j'ai fait mes gammes. J'ai travaillé là-bas pendant 7 ans et demi. J'ai notamment couvert l'Olympique Lyonnais pour le site. Et puis après 7 ans et demi de bons et loyaux services, j'avais un peu envie de faire autre chose. Et puis c'est comme ça que je me suis lancé dans ce métier d'agent d'image. Le premier intérêt que je vois, c'est je vois mes frères et je nous vois écouter la radio. Écouter des matchs à la radio, parce qu'à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui où il y avait, où aujourd'hui c'est plus facile d'accès. Donc à l'époque, on n'avait pas Canal et ce genre de trucs. Donc ouais, je me souviens des matchs comme, souvenir qui me vient là, c'est OL Bologne, le 2-0 alors qu'on avait perdu 3-0 à l'aller, si je dis plus de bêtises. Ouais, c'est les premiers souvenirs que j'ai, c'est mes grands frères. Voilà, je suis le dernier de la famille, donc j'ai mes grands frères qui baignaient dans le foot. Donc c'est un peu eux qui m'ont transmis le virus fort logiquement. Ouais, c'est les premières images que j'ai. Forcément, de toute façon, le premier club que je suis, voilà, je suis lyonnais, donc c'est l'Olympique lyonnais évidemment. Après, j'ai toujours eu une tendresse particulière pour le Real Madrid. Voilà, j'ai été piqué par, à l'époque, il y avait Raoul, il y avait Zidane, puis il y a eu Benzema, etc. Donc ouais, le Real, j'ai toujours suivi, donc je suis toujours. Et puis après, vu que j'ai pas mal de joueurs dans des championnats étrangers, qu'on va dire entre guillemets mineurs, ou en tout cas qui ne sont pas très médiatisés en France, c'est vrai que je regarde beaucoup tous les matchs de mes joueurs. Donc par exemple, il y a une équipe que j'aime beaucoup en ce moment, c'est Trabzonspor. Ça ne va pas parler à grand monde, mais ils sont actuellement troisième du championnat turc, finalistes de la Coupe de Turquie également, donc ils peuvent vivre une belle fin de saison. Il y a également Karabag, où j'ai un joueur qui s'appelle Yacine Benzia, qui a été l'Olympique lyonnais. Qui aujourd'hui, ils ont été en quart de finale de la Ligue Europa, ils ont été éliminés d'un rien face au Bayer Leverkusen, voilà, dont on connaît la folle saison. Puis ils ont remporté le championnat assez largement, ils sont en finale de coupe. Donc ouais, voilà, c'est un peu des clubs comme ça, on va dire un peu de hipster. Mais du coup, j'en profite pour regarder ces matchs-là. Alors en fait, de base, on était tous les deux à Foot Mercato. Donc moi pendant, comme je l'ai dit, 7 ans et demi, lui pendant 4 ans. Moi je suivais l'Olympique Lyonnais, je rédigeais des articles, je faisais des interviews, j'avais pas mal de réseaux auprès des agents et des joueurs. Lui il était plus sur la partie vidéo du site internet, donc il gérait le compte YouTube, ce genre de choses. Et c'est vrai que tous les deux, on avait un peu l'impression d'avoir fait le tour de la question à Foot Mercato et on se posait la question d'éventuellement faire autre chose. Et à tout hasard, un jour, on regardait, c'était une interview d'un joueur de l'OL, dont je dirais pas le nom, mais qui grosso modo nous expliquait que au bout de 2-3 matchs de Ligue 1, il trouvait que le championnat de France était facile et que il s'attendait pas à ce que ce soit qu'il soit aussi à l'aise en Ligue 1. Et je me souviens que ça avait fait polémique parce que les gens se disaient mais comment on peut dire des choses comme ça, tu as fait 3 matchs plus ou moins corrects et ça y est, tu crois que tu es arrivé. Je me souviens que même apparemment aux entraînements, il se faisait charrier par les coachs, il lui disait ça va, c'est pas trop facile pour toi en ce moment, ce qu'on fait, tout ça. Et puis j'en parlais comme ça avec Quentin, donc il s'appelle, et je me disais mais il n'y a personne en fait pour les préparer, pour leur dire quand même, avant de faire une interview, dis pas ce genre de choses, etc. C'est vrai que les clubs le font pas forcément. Et puis il me regarde, il me dit mais en fait nous on aurait toute la légitimité à le faire. Toi avec ton réseau, moi avec ce que je sais faire aussi sur les vidéos, tout ça, on pourrait également développer la partie réseaux sociaux. Et puis de ce truc-là, on s'est dit pourquoi pas en fait, c'est vrai. Et du coup on a commencé à réfléchir. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit, plus qu'une réflexion, en fait, ça nous botte vraiment. Et du coup, moi j'ai démissionné, lui il a eu son départ, et puis on s'est lancé dans cette aventure. C'est tout simplement gérer la communication du footballeur de A à Z. Ça va être aujourd'hui, avec les plateformes actuelles, ça va être gérer les réseaux sociaux. Voilà, c'est une grande partie du travail parce qu'aujourd'hui c'est devenu incontournable. Donc que ce soit Instagram, X, Facebook, pour ceux qui ont TikTok, etc. Donc ça va être vraiment travailler sur leur réseau. Et au-delà de ça, ça va être aussi travailler la partie avec les médias, la presse.
que ce soit de la relation presse, où nous on va s'occuper pour le joueur de relayer son actualité, lui trouver des interviews, les bons créneaux, etc. Mais également préparer ces interviews, c'est-à-dire voilà, réfléchir avec lui sur les thèmes qui pourraient être abordés, sur comment faire passer son message, s'il a un message particulier à faire véhiculer, trouver les bons mots, les bonnes tournures de phrases, parce qu'on sait qu'aujourd'hui les journalistes aiment bien le buzz, ce genre de choses. Donc il faut trouver des bonnes phrases d'accroche, savoir comment bien tourner ces phrases pour justement éviter le bad buzz et ce genre de choses. Et du coup, nous, avec notre background de journaliste, c'est ce qu'on propose aux joueurs. Alors on est vraiment que tous les deux dans l'entreprise. C'est une volonté de notre part aussi parce qu'on ne veut pas, les joueurs, je sais qu'ils font très attention à ça, ils n'aiment pas s'il y a trop de monde parce qu'ils ont l'impression après que leur communication peut se perdre et puis que leur réseau, ils ont peur aussi de donner les mots de passe, ce genre de choses. Le fait qu'on soit que tous les deux, ça les sécurise, ils savent qu'on est deux personnes de confiance, on travaille ensemble depuis longtemps, donc ça les sécurise sur ça. Et après, oui, c'est travailler avec les joueurs, c'est aussi travailler en bonne intelligence avec leurs agents. Parce que voilà, quand je dis qu'on gère par exemple leur relation presse, les agents ont forcément aussi leur mot à dire, ils ne veulent pas que leurs joueurs parlent à tout moment, ce genre de choses. Donc c'est aussi voilà, des conversations avec les agents, bien réfléchir, bien répartir les tâches, qui fait quoi. Donc ouais, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de communication, que ce soit avec le joueur et tout son entourage. Nous déjà, pour gérer les réseaux sociaux des joueurs, forcément quand on va communiquer sur leurs matchs, tout ça, donc on suit tous leurs matchs. C'est-à-dire qu'on a des week-ends quand même assez costauds, donc voilà, avec nos compagnes respectives, nos enfants respectifs, c'est pas forcément facile tout le temps, mais voilà, on fait en sorte de pouvoir suivre un maximum tous les matchs de nos joueurs. Après, ça va être du coup, comme je le disais, avec les clubs, faire un travail pour récupérer les photos d'après-match, voilà, ensuite réfléchir avec le joueur à quoi poster, comment tourner la phrase, quel hashtag, quel horaire de publication. Ça va être ensuite, comme je le disais, pas mal d'appels avec les agents, etc. pour définir ensuite comment parler, quelle stratégie de communication adopter. Notamment là, on est en fin de saison, il va y avoir le mercato, donc forcément, il y a des joueurs qui vont avoir des intérêts à parler dans certains médias, etc. Donc c'est beaucoup d'appels. En ce moment, le téléphone, il chauffe beaucoup pour justement préparer ce genre de choses. Et après, il y a aussi une partie qu'on a mis en place tout récemment, qui nous prend aussi pas mal de temps, c'est qu'on propose aussi aux joueurs de leur faire, en fait, des best-of de fin de saison pour justement leurs réseaux sociaux. Et c'est vrai que ça nous prend beaucoup de temps parce qu'il y a des joueurs, par exemple, avec qui on ne travaille pas forcément au quotidien, mais qui vont nous appeler justement pour ce besoin-là spécifique de fin de saison. Donc en ce moment, là, les journées commencent à être chargées. On a commencé à mettre en place un document Excel avec tous les joueurs avec qui on va travailler et tout ça. Voilà, ça va être un mois de mai, juin, juillet assez costaud pour nous. Ouais. Alors c'est du cas par cas parce qu'au final, chaque joueur est différent, donc chaque relation va être différente. Mais déjà, j'ai la chance de base d'avoir baigné dans ce monde-là. En tant que journaliste, j'avais pas mal de contacts, pas mal de réseaux avec les agents et les joueurs. Donc c'est vrai que rapidement, en fait, beaucoup de joueurs, quand je leur ai fait part justement de mon intérêt pour lancer cette entreprise, m'ont dit c'est vrai que si tu te lances, nous on aimerait bien se lancer avec toi parce que on sait comment tu travailles en tant que journaliste, on a vu que tu travaillais correctement, que tu n'étais pas là pour nous la faire à l'envers ou ce genre de choses. Donc c'est vrai que il y a pas mal de joueurs en fait qui sont là depuis le lancement de la boîte en 2017. Je vais prendre l'exemple pour les Lyonnais avec qui ça va parler, Lucas Touzard. Il est là depuis, c'est notre deuxième client je crois qu'on a signé, et il est là depuis, il ne nous a jamais quittés et il est content que ce soit, on l'a suivi de l'Olympique Lyonnais jusqu'à l'Allemagne, etc. On l'accompagne, on grandit avec lui. Et non, c'est super important parce que on est dans de la communication, donc on est forcément dans du relationnel et de l'affect. Donc c'est très important pour nous d'avoir une relation de confiance avec les joueurs et de comprendre un peu comment chacun fonctionne, comment chacun marche. On ne va pas parler avec Lucas Touzard comme on va parler avec d'autres. C'est vraiment du cas par cas et c'est ce qui est aussi enrichissant dans ce métier-là, c'est qu'on découvre aussi, au-delà du footballeur, l'aspect humain. Et c'est vraiment, je trouve, enrichissant aussi. On grandit en tant qu'homme en évoluant dans ce milieu-là, je trouve. Alors déjà, moi, le plus important, c'est trouver des joueurs avec qui on se sent en adéquation. On a 2-3 fois travaillé avec des joueurs qui pouvaient se prendre pour d'autres ou qui avaient un entourage un peu malsain, qui voulaient tout contrôler. Et on a vite arrêté parce qu'on s'est rendu compte en fait que c'était pas nous, que c'était pas ce qu'on voulait devenir aussi nous en termes d'agent d'image. Et on avait vite mis ça de côté. Donc en fait, pour nous, c'est super important d'avoir des joueurs qui ont un peu la même vision de la chose que nous. Pour moi, c'est ça le plus important. Et ensuite, du coup, ça va être voir avec eux tout simplement, passer des coups de fil. Quand on l'a pas, commencer à les contacter aussi via leurs réseaux sociaux, via leur entourage, leurs agences, ce genre de choses. Et ensuite, proposer nos services, expliquer nous notre vision du travail, voir si justement c'est quelque chose qui leur parle, si c'est quelque chose avec lequel ils peuvent se sentir à l'aise.
Et c'est comme ça que petit à petit, ben, voilà, on recrute. Et puis après, forcément, comme je l'ai dit, on s'est lancé en 2017, on est en 2024, ça fait 7 ans maintenant. Il y a aussi beaucoup de bouche à oreille. Il y a aussi des joueurs qui viennent parce que ils voient le travail qu'on fait avec leurs coéquipiers et ça leur plaît. Ou les agents aussi qui voient que un de leurs joueurs avec qui on travaille, ça se passe bien. Donc du coup, ils vont nous mettre en relation avec d'autres de leurs joueurs. Donc petit à petit, il y a aussi ce phénomène-là de bouche à oreille qui se met en place. Alors honnêtement, c'est du cas par cas et parfois ça va loin. Autant il y a des joueurs, ça peut être en 5 minutes, ils me répondent, ils me disent ouais, je suis intéressé, on se met d'accord sur les modalités, tout ça. Et honnêtement, en 5 minutes, c'est réglé, on commence l'aventure. Et il y a des joueurs avec qui ça peut être un travail de longue haleine. Il y a des joueurs avec qui je rame, ça fait 2, 3, 4 ans que voilà, on discute, que oui, c'est peut-être pas le moment opportun, etc., etc. Donc voilà, c'est vraiment du cas par cas avec chacun. Il y a ceux qui sont, entre guillemets, conscients de l'importance que ça a et qui du coup ne vont pas hésiter à se lancer parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas entre guillemets compétents et c'est normal, ils n'ont pas que ça à faire de gérer leur réseau au quotidien et puis c'est eux qui vont faire leur affiche de jour de match, etc. Ils ne vont pas lancer Photoshop et voilà. Mais il y a aussi ceux qui sont toujours hésitants parce que ils ont un peu une vision à l'ancienne du métier de footballeur, ils ne se rendent pas compte que aujourd'hui l'image est devenu un facteur clé pour eux. Donc ouais, ça dépend, vraiment ça dépend. C'est important en fait pour nous de pas travestir la personnalité du joueur en question. On ne veut pas qu'un joueur se sente forcé de donner une image qui n'est pas la sienne, de entre guillemets être trop lisse ou ce genre de choses si de lui-même il ne l'est pas, parce que ça va se ressentir de toute façon. Si le joueur sur ses réseaux il est tout lisse, il fait que des phrases entre guillemets bateau, ce genre de choses, mais qu'à chaque fois qu'il est en conférence de presse ou en zone mixte, on sait qu'il va dégoupiller, ce genre de choses, le décalage il va être trop évident et les gens vont se rendre compte en fait que c'est pas lui qui gère ses réseaux. Et au final, quand tu es supporter, quand voilà, tu veux de l'authenticité. Tu ne vas pas cliquer sur un j'aime pour t'abonner au compte de quelqu'un si tu sais que cette personne-là au final ne gère même pas son compte et qu'elle va te donner qu'un robinet d'eau tiède. Donc pour nous, ouais, c'est super important de travailler au cas par cas sur la personnalité de chacun et faire en sorte que dans les textes qu'on va leur proposer, dans les photos voilà, qu'ils veulent poster, etc., ça reflète leur personnalité. Alors bien sûr, après, voilà, comme je disais, il y a des récurrences, il y a des choses qui vont revenir parce que voilà, les montages de jours de match ou ce genre de choses, voilà, que c'est la même chose pour chacun, entre guillemets. Mais voilà, dans le contenu au quotidien, dans les stories qu'ils peuvent vouloir poster, etc., on va encourager un joueur qui aime partager les coulisses du club, qui aime rigoler, à montrer ces choses-là. À l'inverse, on ne va pas forcer quelqu'un de réservé à entre guillemets, sortir de sa zone de confort et vouloir à tout prix, pour gagner des likes ou pour créer du buzz, vouloir à tout prix mettre des stories entre guillemets, inside ou ce genre de choses, si de lui-même il n'aime pas. C'est vraiment voilà, respecter entre guillemets, la personnalité du joueur en question. De toute façon, c'est simple, il suffit de voir la concurrence qu'il y a dans le milieu aujourd'hui. Euh, Dans les années 2000, déjà, il n'y avait pas 36 agents d'image et la plupart, ils étaient plus là voilà, pour soit gérer un peu la partie média, soit peut-être un peu plus pour tout ce qui est potentiel sponsoring ou ce genre de choses. Aujourd'hui, nous, on s'est lancé en 2017. On devait être allé peut-être 2-3 boîtes en France à faire ça. Aujourd'hui, ça pullule de tous les côtés. On a tout le monde qui veut se lancer là-dedans. Que ce soit d'anciens journalistes comme moi, que ce soit des amis de joueurs qui se disent voilà, il y a quelque chose à faire, on connaît beaucoup de joueurs, donc du coup, pourquoi pas se lancer là-dedans. Aujourd'hui, voilà, il y a des dizaines et des dizaines de boîtes. Moi, tous les jours, je vois des nouveaux comptes d'agences qui proposent des services plus ou moins similaires aux nôtres. Donc voilà, on se rend compte de l'impact que ça a aujourd'hui au nombre de concurrents qui viennent se greffer dans ce truc-là. Et puis voilà, c'est devenu super important parce que, comme tu l'as dit, il y a les réseaux sociaux, mais pas que. Il y a aussi le fait que il y a les médias en continu qui font que la moindre phrase qui peut être un peu mal interprétée en zone mixte ou ce genre de choses, les radios vont en parler dans leurs émissions. Ça va faire effet boule de neige ensuite sur les sites internet qui vont en parler également. Ça va faire effet boule de neige sur les chaînes en continu qui elles aussi vont en profiter pour en faire leur chou gras. Et ensuite sur les réseaux, comme tu le disais, avec Twitter ou ce genre de choses où les gens vont venir commenter, se greffer là-dessus. Et c'est important de maîtriser sa communication parce qu'aujourd'hui, la moindre petite phrase peut prendre des proportions complètement dingues alors qu'elle peut être dite sans arrière-pensée et juste, voilà, entre guillemets, lancée un peu en l'air sans avoir trop réfléchi. Et c'est pour ça que c'est important de réfléchir en amont parce que quand on est footballeur aujourd'hui, la moindre phrase va être interprétée, disséquée, surinterprétée. Et donc, il faut se prémunir de tout ça.
c'est déjà, comme je le disais, de découvrir des joueurs différents, des personnalités différentes. Moi, j'adore. Même aussi avec leurs entourages, voilà, on va voir des entourages plus ou moins sains, plus ou moins présents. On va se rendre compte que voilà, peut-être que si un joueur réussit, bah ouais, mais c'est aussi peut-être parce que son agent est vraiment très présent autour de lui, qu'il a un cadre, une structure familiale aussi qui est là pour lui, qui lui permet de garder les pieds sur terre. À l'inverse, on va avoir des joueurs qui sont peut-être trop laissés livrer à eux-mêmes, à qui personne n'ose rien dire, et du coup on va comprendre aussi que peut-être un joueur va dévisser dans sa carrière par rapport à ces choses-là. Donc moi je trouve ça super enrichissant aussi d'un côté humain et communicationnel. Ben voilà, c'est mon cœur de métier, donc forcément ça m'intéresse de voir ce genre de trucs. Puis les inconvénients après, ben, c'est difficile à dire, mais c'est aussi le fait qu'il y a des joueurs qui encore aujourd'hui comprennent pas enfin, travaillent avec nous, mais parfois, voilà, c'est des joueurs, donc même quand avec leurs agents, nos agents nous disent oui, mais faut pas, c'est pareil avec nous, vous inquiétez pas. Par exemple, des fois pendant 2-3 jours, ils vont pas te répondre. Donc du coup, toi, t'attends, tu sais pas ce que tu dois faire, voilà, tu sais pas comment lancer le visuel, ce genre de trucs. Tu es dans l'incertitude. Il y a aussi des joueurs qui parfois sont un peu tête en l'air, donc des fois il faut les relancer pour les virements, ce genre de choses. Donc ouais, parfois il y a aussi des trucs comme ça, mais bon, après globalement ça va, c'est plutôt sain dans l'ensemble, ça va. Moi, il y a 2 trucs qui m'avaient marqué avec des footballeurs de l'OL, c'était Samuel Umtiti et Nabil Fekir. Nabil, je ne sais pas comment il l'a su, je sais pas, j'ai pas compris. C'était en 2018, on était après la Coupe du Monde, donc c'était son retour d'entraînement à l'Olympique Lyonnais. Moi, j'étais allé à la séance, voilà, j'y étais allé. Je m'étais mis dans un coin avec Quentin, on discutait, puis là, je vois Nabil qui marche, et je le vois, il tourne, il vient vers moi. Okay. Il me serre la main, Khaled, comment ça va? Je fais ça va, et toi? Tout va bien et tout. Félicitations pour ton titre de champion du monde. Enfin voilà, il venait d'être champion, donc voilà. Et là, il me dit, et toi aussi, t'as passé un bel été? Je fais, comment ça? Il me fait, j'ai appris que tu t'es marié. D'où tu le sais? Je fais, bah écoute, je le sais, en tout cas, félicitations et tout. Et je me dis, le mec est champion du monde. Sa première pensée, c'est de me féliciter moi pour mon mariage, quoi. Et je me dis, ouais, le mec, quand même, enfin, il n'oublie pas ce genre de choses. Et Umtiti, c'était quelque chose aussi qui m'avait marqué. C'était un ami à moi qu'il avait eu en interview pour son média à lui. Et le jour de mon anniversaire, il m'envoie une vidéo. Je vois, c'est Samuel Umtiti en visio. Donc je regarde la vidéo. Et c'est Sam qui m'explique qu'en fait, qui me remerciait parce que je lui avais fait ses 2 premières interviews. Et qu'en fait, il avait compris beaucoup de choses sur le milieu grâce à moi. Comment parler aux journalistes, comment traiter les journalistes. Et il m'avait dit en fait que ces 2 interviews-là lui avaient fait beaucoup de bien et que ça avait grandement joué dans sa façon justement de communiquer avec les médias. Et j'ai trouvé ça super cool. Encore une fois qu'un mec, champion du monde, voilà, qui pourrait nous plus rappeler, voilà, je ne suis pas grand-chose à son échelle, voilà, qui se disent que voilà, Khaled a pu lui servir de mentor, etc. Alors que je n'en avais même pas conscience moi-même. Bah ouais, ça m'a touché particulièrement. Ouais. On est passé par toutes les émotions, je pense, en tant que supporter de l'OL. Moi, honnêtement, pendant longtemps, je vais pas mentir, j'ai cru que le club s'en sortirait pas. Je voyais les défaites s'enchaîner, je voyais que l'équipe ne donnait pas le sentiment de répondre, en fait, de donner des signes de vie. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, on commence à se dire, bon, ça sent pas bon, quoi. Et j'en ai vu des clubs, voilà, à travers les joueurs avec qui j'ai travaillé, qui malheureusement sont descendus dans leur championnat respectif. Et c'est vrai que quand je voyais les matchs, il y avait beaucoup de signes qui me rappelaient ces clubs-là. Je me disais, bon, ça sent pas très bon. Après, le fait est que voilà, Pierre Sage est venu, que ça a redonné un vrai élan à l'équipe. Et puis le mercato d'hiver aussi a fait que voilà, l'OL s'est remis dans le bain. Et qu'aujourd'hui, au final, je pense qu'on va regarder cette saison en se disant que c'est une des plus belles saisons qu'on ait pu vivre ces dernières années en tant que supporter. Parce qu'en fait, on a vécu toutes les émotions. Et en fait, je me dis, je préfère vivre une saison comme celle-là, où à un moment donné, j'ai cru qu'on allait en enfer. Et où finalement, on s'en sort plutôt bien. On va peut-être même être européen par le championnat, gagner peut-être une coupe et du coup être européen quoi qu'il arrive. Que de vivre une saison moyenne, ventre mou, il ne se passe pas grand-chose, où on ne vibre pas. Et où au final, l'équipe végète dans le ventre mou et où il n'y a pas vraiment d'émotion qu'on retient. Là, on est passé par tous les états. Moi, j'étais au stade pour Lyon-Brest. C'était absolument n'importe quoi l'ambiance dans le stade. Le pénalty à la 98e. Tout le monde était comme des fous. Et de vivre des moments comme ça, franchement, cette saison, elle est exceptionnelle. Et je pense que dans 10-15 ans, mais on la regardera avec nostalgie, on se dira, mais
on a eu de la chance d'être là et d'avoir vécu ce truc-là complètement dingue. Et puis si ça se finit avec une coupe, alors là, je ne raconte même pas. Je pense que ça va être top 3 des 20 dernières années, je pense. Je leur aurais dit au contraire, aller à fond sur les réseaux sociaux, montrer justement qu'on se bat pour le club, qu'on ne laisse pas entre guillemets la situation être délétère et puis on fait profil bas, on n'ose pas se battre pour le maillot. Non, au contraire, on est dans un grand club, une grande institution. On sait que les supporters lyonnais sur les réseaux sont très présents. Donc non, il faut montrer qu'on est là, il faut montrer qu'on a conscience de ce qui se passe, que même si voilà, on va se prendre peut-être des torrents d'insultes sur les réseaux, parce que voilà, malheureusement c'est le jeu, c'est comme ça. Et bah tant pis, c'est pas grave, on assume d'être dans une mauvaise passe, on assume ok, bah, défoulez-vous parce qu'on le mérite et qu'on n'est pas bon en ce moment, mais comptez sur nous, on sera là et jusqu'au bout on se battra pour ce maillot parce qu'il le mérite. Je pense que moi, ça aurait été ma stratégie en tout cas de communication si j'avais eu à cet instant-là des joueurs. Ben, je vois du positif parce que le mercato d'hiver en tout cas a donné des raisons d'être positif. On a vu qu'avec le temps de travailler, avec le temps de mettre des choses en place, ben, il pouvait y avoir des résultats, que les recrues faisaient vraiment du bien. Quand je vois voilà, Aurel Mangala qui marque là, au match contre Clermont en avant-dernière journée de championnat, on voit que les recrues petit à petit se mettent à l'aise. Quand on voit Gift Orban, quand on voit Malik Fofana aussi qui fait du bien à chaque fois qu'il joue, qui apporte vraiment des qualités qu'il n'y avait pas dans le groupe, on voit qu'ils ont bien ciblé les recrues, ils ont bien ciblé les postes, mais également les profils de jeu. Voilà, des joueurs comme Malik qui vont prendre la profondeur, ce genre de choses, ça manquait beaucoup à l'équipe. Donc je me dis ouais, que s'ils continuent sur cette voie-là et avec cette stratégie-là d'aller shipper des joueurs dans des championnats peut-être regardés comme inférieurs, mais où il y a aussi de vraies pépites et où bah, malheureusement ces dernières années l'OL n'allait pas dans ces directions-là et pourtant on a vu que beaucoup de joueurs sortaient des championnats belges, néerlandais, voire norvégiens et brillaient ensuite dans des clubs étrangers. Donc je pense qu'il y a un coup à faire voilà, en allant dans des recrues entre guillemets qui peuvent paraître entre guillemets j'allais dire bas de gamme, c'est pas le mot, mais voilà, low cost entre guillemets, parce qu'on les connaît pas réellement, mais qui en réalité sont des joueurs à fort potentiel et qui, ben, avec l'OL comme étape intermédiaire, peuvent ensuite viser de très grands clubs. Voilà, ils ont des potentiels, ils peuvent faire de grandes choses. Donc je pense qu'avec une stratégie comme celle-ci, qui a l'air d'être mise en place, il y a des choses intéressantes à faire. Alors j'espère que d'ici 2-3 ans, on aura un OL qui aura su retrouver voilà, de sa splendeur, qui aura su retrouver une stratégie de recrutement digne de ce nom. Encore une fois, on cite des joueurs comme ça dans des championnats, mais à l'époque, c'est ce que faisait l'OL. Enfin, le grand OL, c'est ce qu'il faisait avant d'avoir une stratégie franco-française, c'est ce qu'il faisait. Quand il va chercher Mamadou Diarra au Vitesse Arnhem aux Pays-Bas, personne ne le connaît. Et pourtant, bah, voilà, c'est devenu une des légendes du club. Donc je pense que c'est des choses à faire et à travailler pour permettre à l'OL de retrouver un peu ses lettres de noblesse. Alors, on croise les doigts. Ah, bon, j'aurais préféré autre chose, mais bon, ça va. Pierre Lègle. Bon, Pierre Lègle. Bah, qu'est-ce qui m'inspire Pierre Lègle? Déjà, il m'inspire forcément OL Lens, le premier titre. C'est lui qui marque, si je ne m'abuse, le 3e but en deuxième mi-temps d'une frappe contrée. Frappe pied gauche, bah, Pierre Lègle c'est ça, c'est une belle patte gauche, c'était un milieu gauche élégant. C'est un mec qui avait failli faire la Coupe du Monde 98 aussi, qui avait été dans la liste des 6 bannis, si je ne m'abuse à l'époque, c'était 6, qui n'avaient pas fait finalement le cut pour aller dans le groupe final. Mais ouais, j'ai souvenir d'un super joueur qui a permis aussi à l'OL de franchir un cap et d'aller justement petit à petit de ce club qui tournait autour du podium, mais qui n'arrivait jamais à faire la bascule jusqu'au titre, justement à passer à ce club qui va battre Lens et va s'offrir cette finale et puis ensuite va lancer une série de dingues de 7 titres d'affilée. Et puis c'est aussi le numéro 8 de Pierre Lègle qui a du coup permis à Quentin d'avoir un maillot, mon associé, d'avoir un maillot Juninho 12, parce que sa première saison il avait le 12 du coup vu que Pierre Lègle était là. Et qu'ensuite Juninho va vite prendre à Pierre Lègle et qui va devenir le numéro 8 mythique de l'OL. Donc un joueur qui nous aura fait du bien, qui nous a permis de grandir et puis qui a porté un des numéros les plus mythiques de l'histoire du club. Donc ouais, voilà ce que m'inspire Pierre Lègle et chapeau à lui du coup. Et puis l'Aigle, Eagle Football, ça colle plutôt bien.